Une semaine dans le monde, ça continue avec mes invités de ce soir. Laure Simoes, bonsoir, directrice éditoriale de Cartooning for Peace. En face de vous, Stéphane Simons, bonsoir, correspondant du Der Spiegel Online à Paris. Ziad Limam également, directeur du mensuel Afrique Magazine. Merci Ziad d'être avec nous. Et puis Marc Semo, journaliste au Monde, chargé des questions diplomatiques. Merci à tous les quatre. On évoquait à l'instant cette actualité sombre en France, en Allemagne, les attentats perpétrés par l'organisation État islamique. Elle aussi a été régulièrement visée cette année par les terroristes. Elle, c'est la Turquie, le pays qui s'illustre aujourd'hui, non pas pour sa réponse face au terrorisme, mais face aux putschistes, à tous ceux potentiellement capables de mettre en danger le régime. Il y a 2 semaines tout juste, souvenez-vous, le pays vivait une tentative de coup d'État. Ziad, 2 semaines après, est-ce que vous diriez que l'ordre est plus que jamais de retour ? L'ordre apparent est plus que jamais de retour. La stabilité de la Turquie, je n'en sais rien. Je ne sais pas si un pays qui subit autant de chocs successifs, que ce soit les attaques d'une extrême violence, le terrorisme en Turquie, c'est des attaques de masse aussi, dont on a peut-être un peu moins parlé, mais Ankara, Istanbul, l'aéroport, c'est des choses très très brutales. Le coup d'État qui est quand même un truc très étrange, parce que c'est un peu une opération de pied nickelé, avec une espèce de grosse armada médiatique derrière qui part un peu de certains pays du Golfe pour dire ça va marcher, et puis non, finalement ça marche pas, mais finalement c'est des pieds nickelés, et finalement c'est... etc. Et puis une répression qui est tellement organisée qu'on peut pas se dire qu'elle n'était pas prévue. Enfin, je pense pas que c'est des gens qui du jour au lendemain ont sorti 45 000 noms de leur poche et qui ont mis tout le monde en prison. Et qui va trop loin, et c'est-à-dire qu'elle remet en cause, encore une fois, des équilibres sur lesquels la Turquie est construite. Et 4e point important, c'est l'espèce de tangage diplomatique. On sent ce membre clé de l'alliance de l'OTAN, c'est quand même le front sud. Il y a une base américaine, il y a des armes nucléaires de l'OTAN et des armes américaines en Turquie, à Incirlik. Et on sent cette Turquie commencer à dire « Ah mais finalement... retrouver un lien avec la Russie, les hommes forts, les pouvoirs forts, c'est comme ça que ça marche. Et puis ces Américains, ces Européens qui nous font la leçon toute la sainte journée, ça commence à bien faire. » Moi, je trouve que tout ça est très, très inquiétant pour un pays de 85 millions d'habitants qui est à notre porte, qui est notre allié normal, avec qui on devrait avoir des relations... j'allais dire d'une certaine fluidité. Et là, on pourrait en parler pendant des heures de l'attitude de l'Europe et des États-Unis par rapport à la Turquie. Mais et en même temps, je trouve que dans le contexte arabo-oriental où il y a vraiment besoin de messages démocratiques, cette espèce de fermeture brutale du régime est particulièrement embêtante. Un dernier point bémol, c'est que pour tous les ennemis des islamistes, et il y en a beaucoup dans le monde arabe, c'est exactement l'exemple. Voilà, on vous avait dit, ces gars-là, il ne faut pas les écouter, il ne faut pas leur faire confiance, il ne faut pas les laisser rentrer dans le jeu politique et institutionnel, il ne faut pas que les islamistes soient dans la cuisine. Ils ont fait 10 ans, et pendant 10 ans, ils se sont préoccupés de croissance, de démocratie, mais en fait, la réalité, c'est que c'est des dictatures, quelles qu'elles soient. Et tout ça n'est pas très bon pour ce pays d'une manière générale. Alors, la situation est inquiétante. Mais je pense qu'il faut un tout petit peu recontextualiser pour qu'on la comprenne. Pourtant, j'ai essayé de faire un effort. Non, parce qu'à la base... Je me suis peut-être trompé, mais... Non, mais à la base, ce conflit, qui est à la fois les coulisses du coup d'État, les raisons de la purge, est une guerre interne à 2 composantes de l'islam politique turc. Et cette guerre est d'autant plus implacable qu'elle est fratricide. C'est-à-dire, pour faire simple, c'est d'un côté Recep Tayyip Erdogan, l'actuel leader, l'AKP, donc qui a été ce parti qui gagne d'ailleurs toutes les élections depuis 14 ans, des élections plus ou moins sans avoir la majorité. Il a autour de 50, ce qui est quand même pas mal. Il n'y a pas beaucoup d'hommes politiques en Europe qui arrivent à remporter tous les scrutins depuis 14 ans et qui sont des scrutins pas truqués. Alors ensuite, il y a évidemment dans l'accès aux médias des grosses différences, mais voilà. Et de l'autre côté, ce mouvement de Fethullah Gülen, qui vit aux États-Unis, qui sur le fond n'est pas très différent de ce que veut Erdogan, un peu plus pro-occidental et pro-américain, et un peu moins nationaliste, mais sur le fond, c'est des islamistes, tout aussi bigots, tout aussi rigoureux, tout aussi intolérants, tout aussi peu démocratiques, qui, eux, avaient toujours privilégié les infiltrations, etc., etc. Et ils étaient longtemps alliés, c'est ce qui a permis à Erdogan d'asseoir son pouvoir, de purger la vieille bureaucratie kémaliste, l'armée, etc. C'est souvent le même schéma. Voilà. Et ensuite, ils sont rentrés en conflit pour des raisons complexes, mais à la base pour des raisons de pur pouvoir, et ce qui explique d'ailleurs aussi pourquoi et comment
ils font ces purges aussi massives parce qu'ils savent où ils vont, ils les connaissent tous, ils étaient alliés, ils savent qui est qui. Je ne crois pas que ce soit tous des gulenistes. Mais ce n'est pas tous des gulenistes, évidemment. Les journalistes qu'ils ont arrêtés hier en masse, ce n'est pas des gulenistes. Personne ne dit que c'est personne ne dit que c'est tous des gulenistes. Mais ce qu'il faut voir, c'est qu'aujourd'hui, il y a aussi l'instrumentalisation de ce conflit. Ce qu'il faut voir aujourd'hui, c'est que par exemple, on peut le déplorer, mais le principal parti d'opposition, le JAP, qui est le parti kémaliste, soutient Erdogan, non seulement au nom d'une espèce d'union nationale face aux putschistes, mais y compris pour se débarrasser des gulenistes. Ensuite, que dans cette soi-disant campagne contre les gulenistes, on ratisse beaucoup plus large, c'est une évidence. Mais ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a eu cette espèce de conflit qui dure depuis des années, qui est devenu absolument implacable. Et les gulenistes, c'était une force en Turquie. Le problème, et c'est ce qui pose un énorme problème pour la démocratie en Turquie, c'est qu'à la louche, c'est 1 million, 2 millions, 3 millions de personnes qui, d'une manière ou d'une autre, tournaient entre leurs écoles, leurs universités, leurs journaux, leurs télés, leurs radios. Ce qui fait que il y a ces purges terribles, ces purges qui vont continuer, et effectivement, il y a toutes les raisons d'être inquiet, parce que il ne reste plus rien aujourd'hui de la démocratie turque. Et les choses ne vont malheureusement pas s'arrêter. Et le pays est extrêmement fragile parce qu'il n'y a plus d'État en Turquie aujourd'hui. J'aimerais que tu regardes une image. On va écouter une réaction. Et puis Stéphane Simon, je vais vous entendre là-dessus également. Des images qui nous sont parvenues aujourd'hui de la banlieue d'Istanbul. Alors, je ne sais pas si on va les voir. Image d'un cimetière pour traîtres. C'est comme ça qu'il est nommé. Une zone où doivent être enterrés les putschistes. Je vous propose d'écouter la réaction d'un des habitants de cette banlieue. Rien que de regarder cette pancarte, ça me donne des frissons. Il n'y a qu'en Turquie qu'on peut voir des mots comme cela, nulle part ailleurs dans le monde. Cela signifie que nos autorités et notre gouvernement pensent que c'est ce qu'ils méritent. Alors on n'est pas sans savoir que Recep Tayyip Erdogan serait favorable à un rétablissement de la peine de mort. Ça inquiète évidemment la communauté internationale. C'est une vraie crainte, ça? Oui, nous on avait mis sur notre journal Der Spiegel, il était une fois une démocratie. Et pour la Turquie, je crois, la page est tournée. Ah, pour vous, c'est déjà réglé, hein? Je pense que pour l'instant, au moins, c'est tourné. Et si on parle de la peine de mort, alors toute la question de l'adhésion à l'Union européenne, si c'est reconstitué, la Turquie sera dehors. Et comme mentionné Ziad, deuxième armée de l'OTAN, un des premiers partenaires pour la sécurité sur notre frontière sud. Et puis, on ajoute l'aspect allemand. On avait quand même fait un deal Merkel-Erdogan d'arrêter les réfugiés sur la côte turque. Et en échange, Erdogan va recevoir des milliards d'euros. 6 milliards. 6 milliards. Et de la part de l'Union européenne. L'Union européenne a commencé de les verser pour cette semaine. La première fois, pas aux NGO, mais directement au ministère de la Turquie. Donc, la marge de manœuvre pour le restant de l'Europe, qui se préoccupe, comme nous, sur le sort de la Turquie, est extrêmement rétrécie. Et je crois, Erdogan... Ça veut dire quoi, que l'Europe, elle n'a pas les moyens de faire pression pas du tout. Il y a des moyens... Enfin, de faire pression, on ne peut pas faire pression sur un allié qui pèse aussi lourd, j'allais dire, dans la défense de la porte qui donne sur la Syrie. Mais je vois très bien, par exemple, l'inquiétude des milieux économiques turcs et financiers turcs. La Turquie est un pays sous perfusion de capitaux étrangers. C'est-à-dire le miracle turc fonctionne aussi parce qu'il y a beaucoup d'argent qui est venu... Et à 80%, les investissements productifs sont des investissements de l'Union européenne. Les capitaux du Golfe, s'il y a une inquiétude de ces capitaux, qui en général ne sont pas des capitaux très courageux, les capitaux, ils vont là où c'est relativement safe. S'il y a une inquiétude, il peut y avoir aussi une déstabilisation économique du pays. Mais pour revenir à ce que disait Marc, moi je suis d'accord, c'est vrai qu'il ne faut pas exclure le combat fratricide guleniste et acapiste. Mais on ne peut pas réduire la Turquie à ce combat fratricide-là. La Turquie est un pays très complexe. On a parlé sur ce plateau des différences ethniques, des minorités religieuses. On n'a pas parlé des Kurdes, les chrétiens, la Lévi, tout ce monde-là. Autant le coup d'État au XXIe siècle, ce n'est plus possible, mais on ne peut pas non plus traiter ce pays de cette manière-là et le résumer, et si c'est le cas, faire en sorte qu'il soit l'otage d'un conflit confrérique. Alors peut-être... On est trop long, vas-y. Bon, un dessin de Fadi Toun, dessinateur palestinien. Est-ce que la technique est revenue?
On dirait que non, donc on va préférer là encore le papier. Voilà, coup d'État, effectivement, c'est un coup d'État. Ça y est, c'est mieux, c'est plus confortable. Voilà, ça parle tout seul, c'est résumé. Cet autre dessin de la dessinatrice franco-libanaise Souara, où effectivement, à l'après-coup d'État, la purge de Erdogan est redoutable. La situation est effectivement très 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 inquiétante. Cet autre dessin de Gado dit un peu la même chose. C'est un dessinateur kényan. Évidemment, tout y passe, hein. La société civile, les libertés individuelles, la liberté d'expression, les opposants. Il faut dire que tous les secteurs de la société sont concernés. Armée, justice, enseignants, médias. Il y a un rapport de RSF qui compte 102 médias liquidés depuis la tentative ratée de coup d'État. Amnesty parle de torture, de viol également. Évidemment. Sur les personnes interpellées. Cet autre dessin de Kishka, dessinateur israélien, qui montre bien le paradoxe du personnage, hein, qui sait appeler son peuple à descendre dans la rue pour empêcher les militaires putschistes, et en même temps, donc il a fait cet appel depuis les réseaux sociaux, depuis son iPhone, et qui sait très très bien les couper quand il en a besoin. Contre le putsch, j'ouvre les réseaux sociaux, demain je les coupe. Cet autre dessin de Kroll, hein, on revient à la Pokémon Mania, le Pokémon Go d'Erdogan. Ici, président, encore 3000 au moins à tuer. Là, président, toute université. Tous, je les aurai tous, dit. Et puis alors là, on en parlait. Voilà, cette petite... Vive Gulen. Et alors, je ne sais pas si voilà, ce magnifique dessin de Joe Bertrams pour Kaggle Cartoons, je ne sais pas si la théorie qu'on voit un petit peu circuler dernièrement du fait que Erdogan est en fait instrumentalise ce coup d'État. Alors voilà, entre la marionnette, je ne sais pas s'il faut aller jusqu'à cette lecture-là, mais enfin, il est évident que la situation est très très préoccupante en ce moment pour les libertés notamment. On va passer à notre dernier sujet. On aurait pu parler des Pokémon Go parce que faut dire... Il y en a peut-être dans le studio. Hein, quelqu'un a son Pokémon Go. Non, plus sérieusement, on va parler du coup du spectacle hier de la Convention démocrate. Hillary Clinton a officiellement accepté, c'était pas vraiment une surprise, son investiture. C'est le moment qu'elle attendait depuis toujours, cette investiture. Elle attendait depuis toujours et en même temps, le plus dur commence pour elle maintenant. Oui. Parce que, bon... Elle va faire son premier meeting ce soir, on l'attend au tournant. Alors bon, c'est vrai que face à Bernie Sanders, elle a un peu peiné, mais personne ne pensait sérieusement qu'elle pourrait ne pas gagner contre Bernie Sanders. Le problème aujourd'hui, c'est que rationnellement, elle devrait gagner contre Donald Trump. Le problème, c'est que les sondages disent que c'est pas gagné. Voilà, rien n'est gagné. Et il y a une espèce de dynamique pour Trump, une espèce de rejet de la politique, de rejet de l'établissement, etc., qui fait que pour elle, qui est, avec ses qualités, ses défauts, un peu le symbole même de cet establishment politique américain, y compris dans ce qu'il est de meilleur, va être énormément à la peine. Voilà, regardez là cette courbe, on s'appuie là-dessus pour dire que c'est pas gagné. La courbe, elle se croise là depuis peu, depuis la Convention républicaine. Bon, c'est un effet classique. Il a gagné des points à l'issue de cette convention républicaine. On attend de voir ce que vont donner les sondages pour Hillary Clinton dans les jours qui arrivent, mais... Ça va monter un petit peu. C'est loin d'être gagné, en tout cas, comme on l'annonçait il y a encore quelques mois. Oui, en plus, je crois que même avec tout le show qu'on a vu des côtés des républicains que des démocrates, ils ne vont pas se faire élire par leur propre parti. Il faut se faire élire par les Américains. Et là, c'est ce qui est intéressant, que Trump d'un côté et Hillary Clinton de l'autre côté, ils sont détestés. Ils sont détestés même au sein de leur camp. À l'intérieur des démocrates, vous avez quand même un noyau des Sanders qui sont quand même restés assez critiques vis-à-vis de Hillary Clinton, si jamais encore ils ont pas. On a entendu des huées pendant cette convention. Oui, on a entendu même hier. Ouais. Et c'est la même chose pour Trump, qui a divisé, qui a même arraché le Parti républicain. Et contre Hillary Clinton, il y a quand même un sentiment que, comme on vient de le dire, qu'elle représente tout ce qui est le pire dans la politique américaine. Et c'est toujours utilisé dans les campagnes électorales. C'est que c'est le reste de l'Amérique profonde, entre guillemets, qui fait front contre le petit bourg de Washington qui essaie de tout régler. Il y a un vrai sentiment du pays contre l'élite à Washington. Le microcosme. Alors, tout le monde le fait marcher et Trump en était parfait. Et là, comme les élections se décident pas sur les marges, mais au grand milieu, aux blancs,
aux classes moyennes, ça va être très difficile pour Clinton. Les élections se décident aussi avec les minorités, avec la Obama Coalition qui a montré sa terrible efficacité électorale sur deux élections. Moi, je ne crois pas que c'est perdu. Bon, moi, on a là, sur ce plateau... Ou pour Hillary je ne crois pas que c'est perdu pour l'Amérique. Parce qu'ils sont vraiment en danger. C'est-à-dire qu'ils sont en danger d'avoir une élection qui est une élection de dépit, avec un populiste, comme vous l'avez décrit, et un personnage de l'establishment, comme vous l'avez décrit. Mais c'est maintenant que, comme tu disais, c'est maintenant que les choses sérieuses commencent. C'est-à-dire tout le tralala conventionnel, les étripements entre républicains et démocrates, on les a vécus il y a 4 ans, on les a vécus il y a 8 ans, on les a vécus il y a 12 ans. Ça fait partie du jeu. Par contre, l'affrontement frontal sur la base des idées, sur l'argent, on va voir comment ça va se passer. Quand on sait que la moitié de l'establishment républicain a décidé de flinguer Trump, ça c'est clair. Donc cet argent républicain, c'est Wall Street, c'est toute cette puissance financière, elle va aller où pendant ces 2 mois ou ces 3 mois? Sur qui on va se porter? Donc je pense que c'est maintenant qu'il faut regarder cette élection, quand les choses vont se dire frontalement. D'abord l'autre, il va pouvoir dire moins, excusez-moi, de conneries sans que ça soit automatiquement repris. Il y a eu des éditos, alors je sais bien que ça fait encore système, mais les Américains sont sensibles. Il y a eu des éditos ravageurs dans le Washington Post pour parler de la fin de la démocratie américaine. Moi je pense que ces arguments, je sais bien que comme en France, ne touche qu'une certaine élite, mais on rentre dans le dur, ça va commencer à s'entendre. Je pense que la bêtise, et après j'arrête de dire aux Russes, allez-y, donnez-moi les 30 000, mais les Américains quand même, il y a quelque chose... un auto-sabotage pour le coup. J'imagine que Donald Trump, en tout cas, si ce n'est Hillary Clinton, ils inspirent les caricaturistes. Ah bah c'est sûr. Alors, je pense que de toute façon, les dessinateurs, ils ont choisi leur camp, quand même. C'est évidemment Hillary, mais ils perdraient quand même un très très bon client si on en croit ce superbe... C'est une réadaptation d'un tableau polonais par le grand dessinateur mexicain Darío. Voilà, ce bouffon imbibé d'alcool et puis voilà qui se vautre sur ce parti, l'éléphant républicain qu'on voit en dessous. Et puis donc voilà, à l'inverse, on a un peu hystérique quand même, la Hillary Clinton en équilibriste sur ce fil avec ses yeux comme ça. C'est qui ça c'est toujours le même. Ah ok. Voilà, deux portraits des candidats investis là depuis le duel pour la Maison Blanche a démarré. On peut quand même saluer le fait que le plafond de verre, c'est ce qu'on dit. Quand même, elle l'a quand même brisé pour le coup. Il pourrait y avoir 3 sera femmes. brisé quand elle sera arrivée à la Maison Blanche. Voilà. Oui, mais si le premier plafond a été brisé. Voilà. Première. Si c'était le cas, 3 grandes puissances seraient gouvernées par des femmes. L'Allemagne, l'Angleterre et les États-Unis. Enfin, si ça arrivait. Ouais, attends, tout de suite, en Occident. Peut-être que sur le plateau de France 24, bientôt... Non, je réfléchissais qui en France pourrait... Ça a toujours été tenu par des femmes. Qui en France pourrait... Plutôt bien représenté. Qui en France pourrait être aussi chef d'État. Voilà. Bon, alors là... C'est pas forcément la ça même... Ça nous débat, là. On va prendre trop de temps. Peut-être... Juste ce dessin pour montrer quand même que voilà, là maintenant, il s'agit pour chacun des candidats d'unir leur camp derrière eux. C'est pas gagné. Alors on voit effectivement les couples Clinton et Obama en magicien d'ose en train de faire un peu le sketch. Et puis alors voilà, que feront les électeurs de Bernie Sanders? C'est la vraie question. Comment le report des voix va se faire? Alors là, on a un dialogue assez croustillant. On voit les militants de Bernie Sanders avec des pancartes, Bernie ou rien, Bernie notre sauveur. Bon, et Bernie Sanders qui dit aux militants, merci maintenant, s'il vous plaît, votez pour Hillary pour continuer notre rêve. Et là, évidemment, il y en a un qui se fâche en lui disant mais qu'est-ce que t'en sais, vieux schnock, de ce que je vais faire? Bon, ils font la gueule, clairement. C'est les partisans de Bernie Sanders. Et c'est vraiment la question qui est posée maintenant. C'est... La plateforme officielle du Parti démocrate Hillary Clinton est très à gauche. C'est la campagne qui va être la plus à gauche depuis des années. Oui. Et donc, elle a été quand même très, très sensibilisée à la nécessité de garder les électeurs jeunes de Bernie Sanders. Je crois que ça va être une campagne plutôt contre. Les gens sont appelés à s'exprimer contre Hillary ou contre Trump. Je crois que ce sera finalement l'effet qui n'est pas à sous-estimer. Et ce sera le mot de la fin. Merci à tous les 4. Vous restez avec moi. On va continuer avec ce qui fait le buzz sur la toile. C'est l'heure d'un œil sur les médias.
Anthony Saint-Léger, bonsoir. Bonsoir, Ce qui fait le buzz sur la toile ce soir, on continue à reparler évidemment de cette investiture. Hillary Clinton qui a accepté sans surprise d'être la candidate de son parti. Oui, un discours de clôture qui a duré près d'1 heure et qui s'est d'abord voulu rassembleur. Vous en parliez à l'instant. Elle a salué les supporters de Bernie Sanders. Je vous ai entendu, a-t-elle déclaré. Bernie Sanders qui incarne, on le sait, l'aile gauche du parti et qui, lui, sur Twitter, félicitait son ancienne rivale. Nous sommes plus forts ensemble. Soutien également du président Barack Obama, on le sait. Elle est prête, dit-il, elle n'abandonne jamais. C'est pourquoi Hillary sera notre prochaine présidente. Alors Hillary Clinton rassembleur, mais assez critique évidemment envers Donald Trump. Ce sont quelques phrases, notamment, ne croyez pas quelqu'un qui estime qui peut être le seul à pouvoir le faire, ou encore cette autre phrase contre Donald Trump qui estime qu'il veut diviser les Américains. Il veut que nous ayons peur les uns des autres. Réaction qui ne s'est pas fait attendre du côté de Donald Trump, bien évidemment. La vision d'Hillary est un monde sans frontières où les gens qui travaillent n'ont pas de pouvoir, pas de travail et pas de sécurité. Ou encore, elle veut un monde sans frontières. Voilà. Ou encore cette autre réaction de Donald Trump. La corruption et la dévastation la suivent où qu'elle soit. C'est sympa, ça promet. En tout cas, chaque candidat ne lâche rien. Un duel qui promet d'être intéressant. Deux visions de l'Amérique qui s'affrontent, comme le rappellent nos confrères de Monde. L'une angoissante, l'autre plus confiante. Et puis certains dessinateurs, c'est le cas de ce dessinateur israélien, ont même vu une sorte de revisite de La Belle et le Clochard. On se partage les nouilles américaines. Voilà, exactement ce que j'allais dire. On parle de la Turquie également sur les réseaux sociaux, les purges de l'après-coup d'État qui se poursuivent, on en parlait tout à l'heure, police, armée, médias. Voilà, éducation, il y a eu aussi, et désormais c'est le monde des affaires qui est concerné, une mainmise du président Erdogan qui a été d'abord traduite par ce dessin du Brésilien Latuf, où l'on voit un hyper-président Erdogan avec derrière justement ceux qui ont été arrêtés, et puis une sorte de dérive autoritaire sanglante quand on voit la couleur du drapeau et puis surtout la forme qu'elle prend dans le bas. Autre dessin, mais même idée de dessinateur portugais Antonio, où on voit un président turc qui a chaussé les gants de boxe et qui est prêt à mettre KO tous ceux qui pourraient entraver son chemin. Autre dessin, celui-ci très partagé également, où l'on voit le sourire de Recep Tayyip Erdogan orné de barreaux de prison. Il faut le rappeler, on l'a appris aujourd'hui, que 18 000 personnes ont été mises en garde à vue depuis la tentative de coup d'État le 15 juillet dernier. Alors Laure en parlait tout à l'heure, il y a eu aussi ce dessin qui a été très très partagé, le Pokémon Go d'Erdogan. Alors certains internautes se sont bien évidemment inquiétés de cette dérive, plus fort que Poutine, la Turquie, nous dit Laroche, cet autre internaute, José Antoine, qui estime que Erdogan renforce une dictature islamiste, ce sont ses termes. Alors Nicolas Bavrez du Point, lui, préfère parler de démocrature islamique, et pour lui, le vrai coup d'État, c'est celui qui se joue en ce moment, à savoir le coup d'État politique où Erdogan est prêt à supprimer tout contre-pouvoir. Certains internautes ont également relayé cet appel d'une association qui appelle l'Union européenne à un petit peu se réveiller par rapport à ce qui se passe en Turquie, et notamment cette pétition qui a été lancée sur Internet, alors dans plusieurs langues, c'est ici en allemand, mais dites à Erdogan que cela suffit, trop c'est trop, et qui appelle notamment à réveiller l'Union européenne, notamment en ce qui concerne les éventuelles négociations pour une éventuelle adhésion de la Turquie à l'Union européenne. C'est cuit pour l'instant. Voilà, pour l'instant c'est cuit. Les Allemands le répètent tous les jours. Ça. Ouais. Et puis il y a, et justement, on parle de l'Allemagne, dimanche, un rassemblement pro-Erdogan est prévu à Cologne. Alors certains internautes ont réagi là-dessus. Cet internaute qui se dit choqué que des personnes puissent manifester à Cologne pour défendre la dictature de Erdogan, ou encore cet autre internaute, ça va être chaud bouillant, dit-il. Alors il faut dire qu'il y a 30 000 personnes qui sont attendues. Il faut dire aussi qu'il y a 3 millions de Turcs en Allemagne, et que bien sûr, il y a forcément des partisans d'Erdogan, mais aussi des gens qui ne le soutiennent pas, loin de là. Et du coup, la police craint des débordements. Les autorités ont fait savoir que les canons à eau étaient prêts en cas de débordement, justement. Et les autorités qui ont également fait savoir que la manifestation pourrait être interdite si jamais ça prenait des proportions trop importantes. L'Allemagne, justement, où des graffeurs détournent des croix gammées. En
dessin. Regardez ce que ça donne. Ça devient des œuvres d'art. C'est assez intéressant pour être souligné. Alors, on va voir une vidéo où l'on peut voir justement les différentes applications de ces dessins. On la voit à l'antenne. Alors, vous voyez la fleur, par exemple, le symbole nazi, la fleur, le moustique, par exemple. Alors, il y en a eu beaucoup. On voit ici le sudoku. Et c'est une initiative qui a été... qui n'est pas neuve, hein, mais qui vient du graffeur Ido Ormani, un graffeur berlinois, et qui a été très popularisé sur les réseaux sociaux, notamment via le hashtag PaintBack. Et ça a même donné l'envie à certains dessinateurs, certains jeunes de s'initier au street art. Et un des concepteurs du projet estime, eh bien pour lui, c'est montrer aux touristes que non, Berlin n'est pas une ville fasciste, loin de là. Merci de le redire. Oui, quand même, heureusement. Oui. Pourquoi ? Parce que je tiens à préciser, en fait, c'est que ces graphes sont des graphes originels. Des murs de Berlin. Et dans beaucoup d'endroits de Berlin, on trouve malheureusement ce type de graphes. Merci beaucoup. Merci Anthony pour Un œil sur les médias. Merci à tous les quatre d'avoir été avec moi ce soir pour commenter l'actualité de cette semaine chargée, vous l'aurez compris. Vous restez avec nous, l'info elle revient. Elle continue dans quelques instants sur France 24.